Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dont l'objet est en 3/4 d'heure de faire une approche globale du risque cyber pour l'entreprise. En fait, la question que je souhaite que nous nous posions est celle de la place du chef d'entreprise dans la gestion de ce risque. Doit-il le déléguer? Doit-il y participer? C'est ce que nous allons examiner avec 4 intervenants qui sont autour de moi et que je remercie infiniment d'être présents. Ils vont essayer en quelques minutes de nous donner leur approche. Alors, qui est là? Un chef d'entreprise qui a subi le maelstrom que représente l'attaque informatique. Franck Godet, directeur général du C2R, victime d'une attaque en fin d'année 2022. Un colonel de gendarmerie spécialisé dans ce risque et sa gestion, le lieutenant-colonel Romuald de la Cruz, qui sera soutenu par l'adjudant Yannick Duponchel, référent cybersécurité de la gendarmerie de la Marne. Un assureur qui présentera la situation assurantielle en France de ce risque. Il s'agit de Maxence Kouls du cabinet AGO. Il y a également un informaticien qui est Xavier Gérondeau et qui est à nos côtés. Il est habitué à ce genre de problématiques. Merci donc à tous. Je vais vous demander d'être le plus synthétique possible, puisque nous n'avons qu'une trentaine de minutes pour exposer notre sujet. J'invite les internautes qui sont connectés à nous poser leurs questions au fur et à mesure et nous essaierons d'y répondre. Et je vais sans plus tarder vous donner la parole en vous rappelant que nous avons autour de la table toutes sortes de participants. Nous avons des petites entreprises pour lesquelles le risque cyber est quelque chose de complètement étranger, qui de toute façon pensent ne pas avoir ni à se sentir concernés, ni avoir le temps d'y faire face, et puis les représentants d'entreprises beaucoup plus importantes qui ont des services informatiques et des cellules de crise. Nous allons commencer par Franck Godet. Franck, le C2R, cabinet d'expertise comptable, cabinet conseil, 700 personnes, une grosse structure et qui pense qu'elle a les moyens de faire face à ce risque. Racontez-nous. Merci Gérard, bonjour à toutes et à tous. Nous avons été en effet, C2R a été en effet attaqué le 22 décembre dernier par un groupe de cybercriminels russes qui ont cryptoloqué nos 170 serveurs, nos 40 téras de données, à la fois sur nos deux réseaux, le réseau opérationnel et en même temps notre réseau de sauvegarde. Alors, ça faisait 10 mois que j'étais dans l'entreprise et s'il y a bien un domaine sur lequel j'étais confiant, c'est celui-là, puisque au moment de l'attaque, cela faisait 18 mois que C2R était accompagné par un spécialiste de la cybersécurité pour renforcer un dispositif déjà jugé performant selon la notation qui nous avait été attribuée. Alors, mais ça ne suffit pas et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ce que j'en retiens, c'est que quel que soit finalement le niveau de sécurité que vous mettez en place, c'est surtout la capacité à redémarrer qui est primordiale. Alors, la capacité de redémarrer, c'est une chose. J'imagine qu'il faut faire le point de ce qui est atteint. Et comment ça se passe dans l'entreprise ? Alors en effet, une fois qu'on est cyberattaqué, on s'en est rendu compte extrêmement vite. On a coupé l'ensemble de nos serveurs, on a coupé l'ensemble de nos réseaux, puisqu'on n'avait ni téléphone, ni Internet, ni accès à aucun de nos logiciels. Et puis très rapidement, on s'est constitué en cellule de crise pour pouvoir faire face à cette attaque. Alors il y a... Allez-y. Oui, alors selon moi, il y a 4 éléments qui sont, 3 éléments essentiels et puis un élément facilitant pour pouvoir redémarrer et faire face à une telle attaque. La première, c'est le dispositif de sauvegarde et les spécialistes desquels on est entouré. Le deuxième, c'est la gouvernance de crise. C'est un élément qui est extrêmement important. Le troisième, c'est la capacité à mobiliser les troupes pour pouvoir reprendre des données, remettre en place les serveurs et les données. Ce sont, je pense, ces 3 éléments essentiels. Mais il y en a un quatrième qu'il ne faut pas
négligé dans une entreprise et dont le chef d'entreprise aussi est responsable, c'est la culture de l'entreprise. Et j'ai, moi, la chance, en intégrant C2R, que cette entreprise avait cultivé depuis de nombreuses années un sentiment d'appartenance fort, caractérisé par une forte solidarité. Mais peut-être avant tout, reprendre les 3 éléments essentiels, le dispositif de sauvegarde et les spécialistes qui nous entourent. Bon, c'est un domaine, c'est probablement le sujet le plus long, qui demanderait un développement important, et donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais chacune des situations d'entreprise doit être analysée au regard des risques qu'elle a, et ce qui est essentiel, selon moi, c'est de connaître et de préparer une cyberattaque en ayant un réseau d'experts à disposition. Et pour ça, au-delà des experts qu'on peut avoir autour de nous, nos assureurs sont aussi un soutien important, puisqu'ils peuvent offrir ce réseau-là. Donc, c'est important d'analyser le risque, mais aussi de connaître un réseau d'experts qui peuvent nous appuyer en cas de cyberattaque. Le deuxième élément dont j'ai parlé, c'est la gouvernance. La gouvernance de crise, il faut s'y préparer. J'ai plutôt un mode de management, on va dire, participatif et où je fais confiance et je responsabilise les gens. Mais en phase de crise, on change du tout au tout, et c'est une gouvernance qui est militaire, qui doit être préparée, organisée pour ne pas se laisser déborder et ne rien laisser de côté, ne rien laisser au hasard. Donc cette gouvernance de crise, elle doit être préparée, et les chefs d'entreprise doivent s'y préparer. Puis le troisième élément qui me semble essentiel aussi, c'est la capacité à mobiliser les troupes. Alors, mon COMEX d'abord, que moi j'ai sollicité, que j'ai mis sur le pont, et puis ensuite toutes les équipes de C2R. On a 700 personnes réparties sur 18 sites, 6 départements, et il fallait que cette gestion de crise, elle percole sur tous nos sites. Et pour cela, la communication est essentielle pour à la fois mobiliser, donner du sens, et c'est en expliquant la gouvernance de crise que l'on a déployée, qu'on rend lisible cette gouvernance, et donc c'est aussi c'est par une communication claire qu'on arrive à mobiliser les troupes. En particulier, le service informatique, rapidement, dans les 24 heures, on l'a mobilisé 7 jours sur 7 pour redémarrer les serveurs un à un, et ça semble essentiel que de mobiliser tout le monde. La communication permet également de transmettre des consignes régulières, claires, en cas de fuite de données, et de rappeler toutes les consignes que la Banque de France ou la CNIL peuvent nous donner. Ce sont des éléments qui sont essentiels pour aussi rendre compte de ce qui se passe, capter de l'information et s'assurer de l'efficacité de l'ensemble des actions que l'on mène. Alors, j'imagine que tout ça, c'est dans la panique, et qu'en plus, on a un peu honte parce qu'on est présenté comme une entreprise qui perd sa fiabilité. Il faut en plus déposer plainte, saisir la CNIL. Je vais vous remercier, Franck, on reviendra sur vous tout à l'heure, et rebondir sur le colonel de gendarmerie. Colonel, si j'étais familier, je dirais que vous êtes une grosse tête de la gendarmerie. Vous avez un cursus universitaire assez impressionnant. Sciences économiques, vous êtes formé en gestion publique à l'ENA, auditeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur spécialisé en intelligence artificielle. Vous avez un rôle régional de coordination et d'organisation de la lutte contre les cybermenaces, commandé le groupement de gendarmerie de la Marne. Alors, racontez-nous quelle est votre approche côté gendarmerie, en quoi vous aidez ces entreprises qui sont victimes ou qui vont être victimes de la cyberattaque. Alors, je m'excuse, mais bonjour à tous et à toutes déjà. Le colonel n'est toujours pas connecté, il rencontre quelques difficultés. N'étant pas dans les locaux de la gendarmerie, il n'arrive pas à se connecter au webinaire. Alors, donc, ce sera vous, l'adjudant Duponchel, qui êtes le correspondant cybersécurité de la gendarmerie de la Marne. C'est donc à vous de répondre à la question pour le colonel. Donc, je m'excuse, comme j'étais au téléphone en même temps avec le colonel, je n'ai pas entendu l'intégralité de votre question. Je vous prie de m'excuser. Alors, qu'est-ce que vous faites pour nous aider ? Qu'est-ce qu'on fait pour vous aider ? Eh bien, déjà, on fait des opérations de sensibilisation. On essaye de se rendre dans les mairies, dans les entreprises. Pour les entreprises, c'est tout nouveau. On commence à proposer un dispositif qui s'appelle le dispositif Diagonale, qui est en fait une série de questions sur la sécurité de l'entreprise. C'est une centaine de questions, 120 questions exactement, qu'on envoie aux chefs d'entreprise.
et qui commence par faire son pré-diagnostic, et qui nous renvoie ensuite. On se déplace au niveau de l'entreprise et on effectue ce test, ce questionnaire avec lui, avec le RSSI ou la personne en charge de la sécurité dans l'entreprise. Et en fonction de ça, on lui remet un rapport avec les points sensibles, les points délicats, les failles qui peuvent être détectées. On ne réalise pas d'audit, nous, puisqu'on n'a pas le droit. Ça serait de la concurrence déloyale, puisque des sociétés sont payées pour ça. Nous, tout ce qu'on propose, c'est un diagnostic qui permet justement de voir les failles, en fait. Et avec le rapport, des solutions sont proposées. Vous êtes redirigé bien souvent sur le site de l'ANSSI avec les difficultés rencontrées. Le site de l'ANSSI, le site de cybermalveillance.gouv.fr vous apporte des réponses et vous dirige vers des correspondants, vers un réseau d'experts certifiés. Donc, si je résume, on peut s'adresser à la gendarmerie. Il y a, au plan des services publics, un système gratuit d'approche qui permet d'avoir une information sur sa sécurité tout à fait, et des conseils de premier niveau. Tout à fait, c'est ça. Et quand l'attaque se produit. Pardon ? Et quand l'attaque se produit. Je vous entends très mal. Allez-y. Quand l'attaque se produit. Oui. Et bien, quand l'attaque se produit, malheureusement, et comme l'a dit monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, le premier intervenant, et bien, il faut déjà s'être préparé. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit très justement, il faut commencer par identifier un réseau d'experts. Et comme on dit, quand l'incendie se déclare, c'est pas à ce moment-là qu'il faut chercher les extincteurs. Pardonnez-moi pour l'image, mais je trouve que c'est la plus claire. Il faut être préparé. Il faut connaître les experts. Il faut savoir sur qui s'appuyer à ce moment-là. Et je vous dis, le site cybermalveillance.gouv.fr propose justement une liste d'experts certifiés et qualifiés qui peuvent vous aider en cas de crise. Est-ce qu'il faut payer la rançon ? Vous savez qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont par ransomware et on explique que finalement, en payant une somme, alors je ne vais pas dire raisonnable, mais accessible à l'entreprise, on éviterait tous les tracas que représente l'attaque. Alors, nous préconisons bien évidemment de ne pas payer la rançon. Tout simplement parce que si vous payez la rançon, vous contribuez à la cybercriminalité, vous leur amenez de l'argent, donc pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient en si bon chemin ? C'est la première raison pour laquelle il ne faut pas payer, à mon sens, la rançon. La deuxième, qui est à peu près la même, si vous payez une première fois, pourquoi ne vous attaquerait-il pas une deuxième fois ? Puisque vous êtes bon payeur, généralement, il n'y a pas de raison qu'ils se retiennent. La troisième raison, c'est que... Attendez, excusez-moi, j'ai un trou. J'ai perdu le fil. On la retrouvera. Ne vous perdez pas, c'est pas grave. Je vais vous remercier, Monsieur Duponchel. Vous intervenez au pied levé et je comprends la difficulté de cette intervention. On va passer à Maxence Kouls. Maxence, vous représentez un cabinet d'assurance, mais ce que j'aimerais plus que de nous proposer un produit, c'est de nous expliquer la situation assurantielle des entreprises face au risque cyber. Est-ce qu'on est assuré ? Est-ce qu'on est bien assuré ? Et pourquoi faut-il s'assurer selon vous ? Merci Gérard. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vais faire très bref. Je vais présenter quand même Ageo rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Ageo, nous sommes le 8e courtier spécialiste français. Nous avons aujourd'hui environ 280 collaborateurs répartis sur toute la France, mais sur 2 sites principaux qui sont Châlons-en-Champagne et Paris. Et nous intervenons sur tout ce qui est gestion des risques d'entreprise et de professionnels.
Permettez-moi déjà de vous donner quelques données chiffrées concernant les cyberattaques. Donc, on dénombre aujourd'hui, enfin, on constate une augmentation de 255% depuis 2020 des attaques par ransomware. D'après le baromètre également de la cybersécurité, on estime à ce jour qu'en France, une entreprise sur deux a déjà vécu une cyberattaque depuis 2021. Pour être précis, c'est 54%. Alors, ça peut paraître impressionnant. Bon, il y a beaucoup d'entreprises en France, y compris des très petites entreprises. Mais c'est vrai que c'est un chiffre qui interpelle. Également, dans les données, sur 2022, on estime à peu près à 385 000 attaques réussies en France qui ont été déclarées. Donc, il y en a sûrement d'autres, c'est la face émergée de l'iceberg. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur ces 385 000 attaques, il y en a 330 qui concernent des PME. Voilà. Et puis, aujourd'hui, pour vous donner un petit peu l'impact financier en moyenne, aujourd'hui, une cyberattaque pour une entreprise, c'est de l'ordre d'environ de 50 000 euros, le coût d'une cyberattaque. Alors, quelles sont les conséquences d'une cyberattaque pour une entreprise ? Vous allez subir une détérioration de votre système informatique, éventuellement du matériel informatique. Vous allez subir également tout ce qui est fuite et disparition de données nécessaires à votre activité, une interruption d'activité qui va également provoquer une perte d'exploitation. Vous allez avoir également un impact sur la notoriété de l'entreprise et comme le disait Franck Godet tout à l'heure, c'est aussi de la responsabilité. Il y a potentiellement également une responsabilité du dirigeant de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients, d'actionnaires si vous avez des actionnaires, mais également, il ne faut pas l'oublier, au niveau de la CNIL également. Donc voilà. La cyberattaque, si vous me permettez, va mettre nécessairement en évidence le fait que vous n'étiez pas à jour en termes de RGPD, si c'était le cas. C'est là où on s'aperçoit qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour protéger les données des clients, des salariés qui sont en lien avec l'entreprise, c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Franck, combien ça vous a coûté, vous, la cyberattaque ? Vous pouvez le dire ou donner une approximation ? Ouais, ça se chiffre, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à l'échelle de CDER, oui. Oui, donc 50 000, c'est une moyenne. Combien d'entreprises ne passent pas le cap de la cyberattaque parce que c'est trop perturbant, ça coûte trop cher ? On estime aujourd'hui, pareil, ce sont des estimations, qu'il y a environ une entreprise sur deux qui disparaît dans les 2 ans. Donc en lien avec la En déstructuration. lien à la suite de la cyberattaque, oui, tout à fait. Si je peux me permettre, concernant le RGPD, dans le diagnostic que nous proposons, nous mettons en évidence justement certains manquements qu'il pourrait y avoir au niveau des entreprises, et ce qui permet d'être déjà au moins au courant que vous n'êtes pas tout à fait conforme au RGPD. Si vous ne le saviez pas avant, bien évidemment. D'accord, et on peut venir vous chercher, vous n'allez pas nous mettre en prison tout de suite, vous nous aidez. Non, alors nous, on n'est absolument pas là. Les gens se disent attention, voilà, les gendarmes, mon Dieu, si on n'est pas en règle, on va prendre une prune. Clairement, on n'est pas là pour ça. On est justement là pour essayer de faire toucher du doigt les manquements, les difficultés de l'entreprise. Et on le fait actuellement pour les collectivités, pour les mairies. Le diagnostic a déjà été réalisé dans 3 mairies. Les mairies ont, comme je vous ai dit, ont un rapport. Après, à charge à elles de suivre nos recommandations ou pas. Merci Yannick. Maxence, il y a des assureurs pour les cyberattaques, des assureurs qui servent à quelque chose et qui permettent finalement de limiter les conséquences du risque une fois qu'il s'est produit. Alors effectivement, il y a des assureurs, pardon, et il y a 2 types quelque part d'assureurs aujourd'hui qui peuvent répondre à cette problématique-là et couvrir les risques que les entreprises souhaiteraient externaliser vers un assureur. Juste une info aujourd'hui quand même, les PME assurées en France aujourd'hui sur ce risque cyber s'élèvent à peu près à 3%.
Il y a 3% aujourd'hui des PME qui sont assurées en cyber. Ça monte à 10% pour tout ce qui est ETI, donc établissement de taille intermédiaire. Et si on fait le parallèle par rapport aux grands groupes et aux très grandes entreprises, qui, elles, sont assurées à 98% sur ce risque-là. Les hôpitaux dont on a beaucoup parlé, vous savez s'ils étaient assurés? Très peu. Très peu. Très peu. Donc, vous nous parliez Très des assureurs. Alors, au niveau des assurances, effectivement, aujourd'hui, vous avez deux types de solutions, grosso modo, qui existent sur le marché. Vous allez avoir des solutions dites traditionnelles, où on va retrouver des assureurs comme AIG, AXA, Chubb ou Hiscox, où là, l'assureur va accompagner et intervenir une fois que le sinistre aura été déclaré, et venir couvrir les pertes financières, donc en reprenant un petit peu la liste de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de détérioration, de fuite de données et de perte d'exploitation. Et vous avez des petits nouveaux qui sont arrivés sur le marché, enfin les petits nouveaux qui commencent à avoir quelques années, qu'on appelle des InsurTech, qui, elles, couplent des solutions de prévention en plus de la solution assurantielle, comme Stoic, présent avec nous ce matin, et d'Attaque. Donc ça, ce sont des startups de l'assurance qui ont une vision un petit peu différente. Ça nous amène finalement à une transition assez facile pour nous diriger vers Xavier Girondeau. Xavier, vous êtes expert cybersécurité, vous avez géré pendant 7 ans des crises de grande ampleur au CERT de Wavestone. Vous travaillez aujourd'hui pour Stoic. Donc si j'ai bien compris, Stoic, c'est une InsurTech. Complètement. Donc Stoic, aujourd'hui, c'est un cyberassureur. On est partenaire avec de nombreux courtiers qui vont distribuer leurs solutions à leurs clients, comme AGO ici présent. Et la spécificité de Stoic est liée en fait à une contrainte du monde des cyberassurances. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis 4-5 ans, la plupart des cyberassurances ne sont pas rentables. Enfin, en tout cas, des assureurs qui sont dans le monde du cyber ne sont pas rentables. C'est-à-dire qu'ils vont décaisser plus sur des incidents, sur des sinistres qui, comme on l'a évoqué, peuvent coûter assez cher. Vous avez évoqué le chiffre de 50 000 € il y a quelques minutes, que ce qu'ils vont toucher comme prime. Donc la logique de Stoic, c'est certaines InsurTech, c'est de coupler finalement une cyberassurance avec un outillage, avec un accompagnement, avec des conseils qui vont être prodigués pour finalement faire diminuer ce risque cyber. Donc c'est une situation win-win, dans le sens où ça permet aux assurés de diminuer leur risque cyber, diminuer la probabilité et idéalement l'impact d'une compromission de leur système d'information, et ça permet à l'assureur derrière d'avoir moins de sinistres à gérer, bien évidemment, et donc d'avoir moins d'éléments, en tout cas, à dédommager. Oui, parce que si on prend finalement la problématique du chef d'entreprise, on a avant l'attaque, on a pendant l'attaque, on a après l'attaque. En principe, l'assureur intervient après pour traîner, pour indemniser les choses. Je vais être un peu provocateur, pour indemniser les choses en essayant de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible et que ce soit le plus compliqué possible pour l'assurer. Vous nous dites, on peut se positionner en amont, un peu comme ce que nous expliquait l'adjudant du Conchel, on peut se positionner en amont et essayer de prévenir le risque, parce que si on arrive à prévenir le risque, on va diminuer notre taux de sinistre finalement. Complètement, et j'irai même un peu plus loin que ce que vous décriviez, c'est-à-dire on va agir en amont, on va effectivement dédommager après l'attaque, mais on va également réagir pendant l'attaque. Donc dans les équipes de Stoic et dans les outils qui sont mis à disposition, on va avoir des experts cybersécurité dont je fais partie qui vont avoir pour rôle de sensibiliser les DSI, de sensibiliser les PDG au risque cyber et de mettre à disposition un certain nombre d'outils de manière complètement autonome qui vont en fait simuler ce que ferait un attaquant, c'est-à-dire scanner le site d'une victime potentielle, scanner le système d'information d'une victime potentielle à la recherche de failles. Mais si jamais le sinistre arrive, parce que le sinistre peut quand même avoir lieu, et là, on va dépêcher notre équipe de réponse à incident, dont je fais partie, qui va aller sur site, qui va accompagner la victime pendant le sinistre, qui va l'aider à reconstruire son système d'information, qui va l'aider à identifier les éléments qui ont permis à l'attaquant de rentrer pour éviter que ça se reproduise.
et qui va donc ensuite permettre de remettre le système d'information en état de fonctionnement et avec un niveau de sécurité supérieur. Et on arrive ensuite à la dernière étape que vous évoquiez, qui est l'étape après le sinistre, avec à la fois le dédommagement, bien évidemment, l'indemnisation, mais également quels sont les retours d'expérience et quels sont les grands apprentissages que la crise nous a permis d'obtenir. Vous communiquez sur ça, c'est-à-dire que vous avez un document en ligne ou ailleurs qui permet d'avoir les retours d'expérience et de savoir finalement quels sont les points de fragilité. Complètement. Est-ce que c'est la faute humaine? Il y a pas mal de sujets. La faute humaine est un sujet assez important, hein, comme vous pouvez vous en douter. Le facteur humain, le phishing, c'est un mot qui vous parle, j'imagine, à la plupart d'entre vous. C'est un vecteur d'entrée extrêmement important et c'est d'ailleurs pour cela que dans les outils qu'on met à disposition pour nos assurés, on va avoir un module de phishing, dont l'objectif est de permettre de simuler finalement ce que ferait un attaquant, d'envoyer des mails qui ont l'air de plus en plus légitimes. Parce que quand on parle de phishing, on a tendance à imaginer le mail qu'on recevait il y a 5-10 ans, rempli de fautes d'orthographe et qui nous demandait de cliquer sur un lien et d'exécuter un binaire. Aujourd'hui, le phishing ciblé et le phishing fait par des attaquants un peu plus pointus, c'est très très différent de ce qu'on imagine et ce sont des mails qui vont ressembler comme 2 gouttes d'eau à un mail légitime de Microsoft, de Google, de ce que vous voulez. Donc là, il faut être beaucoup plus attentif aux signaux faibles, beaucoup plus attentif au mail de l'expéditeur, à comment le lien est construit, ainsi de suite. Et donc effectivement, le facteur humain, c'est un facteur, et vous le soulignez à juste titre, c'est un facteur de compromission extrêmement important. Donc Xavier, ça veut dire que je suis assuré chez vous, vous allez me faire une attaque à blanc, me pirater. Avec votre accord, avec votre accord. Voilà, ça fait pas mal. Et vous allez me dire ensuite, bon, il s'est passé ça. Vous avez laissé entrer telle menace. Moi, je ne crois pas à la capacité humaine à accepter, notamment en matière informatique, le bridage des installations. Elle peut l'accepter, mais elle ne le fera jamais volontairement et on ira toujours au bout des systèmes. On fait tout ça, on bidouille jusqu'à temps qu'on y arrive. Comment vous faites, quel conseil vous donnez pour éviter justement que le bidouillage puisse mettre en danger l'entreprise? Alors, c'est un véritable enjeu, ce que vous décrivez, de sensibilisation des DSI et des PDG, notamment sur la sécurité n'est pas un frein. La sécurité peut être un accélérateur, la cybersécurité peut être indolore. Le grand sujet qu'on nous remonte souvent, c'est le sujet du MFA, de l'authentification à multiples facteurs. Et on a beaucoup de DSI, beaucoup de PDG qui nous disent on aimerait avoir une authentification avec un mot de passe et alors soit un petit code reçu par SMS, soit un petit code obtenu par une application, mais on a peur que nos utilisateurs trouvent ça trop complexe pour se connecter le matin et que ce soit impossible. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'aller sensibiliser ces DSI, d'aller sensibiliser ces PDG sur les solutions alternatives qui peuvent exister en fonction des besoins, en fonction des outils mis à disposition, pour leur expliquer que on peut tout à fait faire une solution MFA, donc authentification à multiples facteurs, qu'il est uniquement nécessaire de rentrer une fois par semaine. Et donc là, pour un collaborateur, c'est quasi indolore, c'est quasi invisible. Et là, on est dans une solution qui est quand même suffisante d'un point de vue posture de sécurité. Donc c'est vraiment un rôle de sensibilisation. Je dirais que c'est ça le mot principal. Vous n'êtes pas le vendeur de la solution, vous accompagnez dans la mise en place. Bon, donc là, on a une vision de l'amont. Pendant la crise, vous nous avez dit, on fait les pompiers, on va sur site avec nos extincteurs. Vous avez la liste des choses à faire parce que c'est la panique. Quand ça arrive, il faut téléphoner à plein de gens, il faut déposer plainte. Enfin, c'est très compliqué. On n'a pas le réseau. Vous parliez, monsieur Duponchel, du réseau qu'il faut avoir en amont. Il y a très, très peu d'entreprises qui ont ce réseau en amont. Donc, expliquez-nous un petit peu. Alors, un dernier point, je me permets juste sur l'anticipation. Ça a déjà été évoqué, mais je me permets de le souligner. On va arriver pendant la crise, mais on va également sensibiliser nos assurés sur l'importance d'anticiper. Monsieur Godel a évoqué tout à l'heure, et je pense que c'est important de le souligner, une crise cyber, ça ne s'improvise pas, malheureusement. Si on arrive en crise cyber, qu'on n'a pas de PRA, on n'a pas de PCA, on n'a pas de plan de gestion de crise, c'est une crise cyber qui va être beaucoup plus douloureuse. Dites-le en français, on va éviter les... Pardon, excusez-moi. Si on n'a pas ce qu'on appelle de plan de continuité d'activité ou de plan de reprise d'activité, donc si on ne s'est pas posé en amont la question de quelles sont finalement les fonctions au sein de mon entreprise qui sont critiques pour ma survie, est-ce que j'ai besoin de pouvoir prendre des commandes, est-ce que j'ai besoin de faire que mon site commercial soit encore fonctionnel, toutes ces questions-là pour prioriser finalement
qu'est-ce qui va être critique en cas de crise, qu'est-ce que je dois relancer en premier et est-ce que je peux le relancer de manière dégradée. Ce sont des questions qu'il est très compliqué de se poser pendant la crise, ne serait-ce que pour le facteur de stress. On est amené donc à gérer pas mal de crises cyber. On se rend rapidement compte que les gens ont beaucoup de mal à réfléchir après 20 heures sans avoir dormi, après 40 heures sans avoir dormi. Parfois, les décisions qui sont prises ne sont pas toujours les bonnes. Donc, anticiper une crise, c'est déjà, je dirais, la moitié du travail. Anticiper une crise cyber, c'est déjà se faciliter la tâche de manière extrêmement importante. Pour répondre quand même à votre question, pour ne pas complètement l'effacer, effectivement, lorsqu'on arrive sur site, là, on va avoir comme rôle, un peu dans le rôle de chef d'orchestre, et on va avoir une liste de ce qu'on va appeler par exemple de fiches réflexes pour accompagner l'assuré, pour accompagner la victime, et pouvoir rapidement lui indiquer les actions à mener. Donc, ça peut être des fiches réflexes sur des actions techniques, c'est-à-dire on ne va pas gérer de la même manière un ransomware ou un rançongiciel qu'une fuite de données, que la compromission d'un poste de travail. Finalement, typiquement, pour un ransomware, on va demander d'éteindre le poste de travail pour éviter que le chiffrement des fichiers continue. Sur d'autres types d'attaques, éteindre le poste du travail est complètement contre-productif parce qu'on va perdre des données critiques qui sont présentes dans le poste de travail en mémoire, que l'on aurait pu investiguer et que l'on ne peut plus investiguer une fois qu'il est éteint. Donc, on se rend compte qu'il y a des réflexes techniques qui sont très différents à avoir en fonction de la typologie de crise. Donc, ça va faire partie des petites fiches qu'on va leur partager. Et puis après, il faut les accompagner, comme vous l'évoquiez à juste titre, avec quels sont les intervenants qui peuvent les accompagner en dehors de nous, bien évidemment, et les accompagner dans des éléments très importants, les déclarations auprès de la CNIL, le dépôt de plainte, qui désormais est obligatoire depuis la loi LOPNI 2023. En cas, par exemple, de ransomware pour se faire dédommager. Donc, tous ces sujets-là, il faut bien les avoir en tête, et parfois avec des délais qui peuvent être relativement courts. On va parler, par exemple, de 72 heures pour le dépôt de plainte et pour la déclaration à la CNIL. Ça peut sembler beaucoup, mais lorsqu'on est en crise, on voit vite que le temps se dilate un petit peu. Oui, n'oubliez pas, dans la liste des intervenants, l'avocat, il peut aussi servir. Tout à fait, bien évidemment. Avant qu'il soit trop tard. On a quand même une question qui va se poser à chaque fois, qui est la question de la communication, parce qu'on a l'impression que le fait d'avoir été attaqué, c'est une espèce de maladie honteuse dont il ne faut surtout pas parler. Vous travaillez sur cette question ? Alors, on accompagne effectivement nos assurés sur les éléments de langage à avoir pendant une communication. On va bien évidemment préconiser la transparence. Je pense que de toute manière, la plupart des victimes ont à gagner, être transparents sur les points de faiblesse, les éléments qu'ils ont mis en place pour couvrir ces points de faiblesse. A contrario, c'est plutôt rassurant de dire, voilà, je sais quels étaient les points de faiblesse de mon partenaire et je sais qu'il les a pris en compte et qu'il a mis en place des points pour éviter que ça se reproduise. Alors qu'inversement, un partenaire qui se fait hacker et sur lequel je n'ai aucune nouvelle, je peux supposer que le système d'information n'a pas changé et qu'il peut se refaire hacker demain. Donc, on va accompagner nos assurés sur les éléments de langage. On va leur recommander bien souvent d'avoir de la transparence. Mais au sein de la crise, il faut faire effectivement également attention aux mots utilisés et à la manière dont on communique à la fois auprès des partenaires, mais également en interne. C'est un élément important qui parfois est oublié, auprès des collaborateurs qui doivent être informés de l'avancée de la crise, de l'avancée des investigations et de ce que cela implique pour leurs activités. Merci pour ces précisions. Une question, la dernière, je pense, en tout cas pour cette phase-là. Est-ce qu'on paye la rançon ? Alors, je vais rejoindre M. Dubonchel là-dessus. Nous, on recommande de ne pas payer la rançon. On peut, alors dans nos conditions générales, effectivement, en cas de dernier recours, on peut être amené à couvrir le paiement de la rançon. Mais ça implique, comme on l'a évoqué, de financer la cybercriminalité. Ça n'implique pas forcément de récupérer les données. On a vu parfois des attaquants qui ne déchiffrent pas les données malgré le paiement de la rançon. On parlait des bons payeurs ou des mauvais payeurs. Même en étant bon payeur, on se rend compte que le service après-vente n'est pas toujours au niveau. Donc, c'est également un risque de payer pour rien. Donc, la vraie solution là-dessus, et un mot important qui n'a pas été évoqué depuis tout à l'heure, mais qui est très important pour nous, cyberassureurs, c'est d'avoir des sauvegardes. Le nerf de la guerre aujourd'hui, quand on parle d'attaque, c'est les sauvegardes, les sauvegardes, les sauvegardes. Et des sauvegardes fonctionnelles. Je vais me retourner vers Franck. Vous n'aviez pas de sauvegarde, Franck ?
Si, bien sûr. Ben, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de redémarrer relativement vite. On sauvegardait nos 40 Tera de données régulièrement, tous les jours en incrémental, une fois par mois en full, et on avait des systèmes redondants. Bon, malgré tout, ça prend de toute façon du temps à décrypter ou à recharger. Ce qu'on ne regardait pas, et c'est ce qu'on fait maintenant, ça fait un partie des points d'amélioration, c'est par exemple toute l'infrastructure, en particulier ce qu'on appelle les Active Directory, bon, c'est un mot barbare, mais qu'on n'avait pas sauvegardé et qu'on a dû reconstruire. Donc on a eu quelques jours, au-delà des déclarations à la CNIL, le dépôt de plainte et les actions qu'on a menées avec les services de l'État qui nous ont aidés. On a d'abord déchiffré ce qui s'était passé, puis ensuite reconstruit notre infrastructure, décrypté, et ensuite réinstaller nos systèmes. Ça a pris 3 semaines. Parce qu'on a 18 agences, on a plus de 30 sites. Ça paraît long. C'est effectivement très long pour les utilisateurs, mais c'est relativement court au regard de ce que ça aurait pu être. Donc le système de sauvegarde est effectivement essentiel pour redémarrer vite. Et je me permets une micro-précision là-dessus. Moi, on a fait pas mal d'incidents avec des victimes qui avaient des sauvegardes, mais uniquement des sauvegardes connectées sur le réseau. Et donc, le risque d'avoir des sauvegardes connectées sur le réseau, c'est qu'une fois que l'attaquant il est sur votre réseau, s'il voit que vous avez des sauvegardes, lui, il veut vous pousser à payer, mais il va également chiffrer vos sauvegardes. Et donc, un élément important et un mot un peu barbare que je vais me permettre de vous partager, c'est d'avoir des sauvegardes qu'on va appeler immuables. Donc, des sauvegardes qui sont soit déconnectées du réseau, ou soit qui ont des caractéristiques qui leur permettent de ne pas être modifiées. Et donc, l'attaquant va voir les sauvegardes, mais il ne peut pas y toucher. Et vous, ça vous permet à tous les coups, pouvoir restaurer votre système d'information. C'est-à-dire, c'est la sauvegarde à l'ancienne, quoi. On revient avec les sauvegardes sur bande ou sur cassette, paradoxalement, c'est très efficace. Et la sauvegarde immuable, elle est immuable tant qu'on n'a pas trouvé le moyen d'entrer dedans, non? Après, voilà, si vous avez une sauvegarde sur un disque dur dans un coffre-fort, bien souvent, l'attaquant est à l'autre bout du monde, sur un autre continent. J'ai envie de vous dire, vous limitez quand même de manière importante le risque. Mais je suis d'accord que rien n'est parfait. On va commencer à répondre aux questions. Philippe Charpentier nous demande s'il y a une entité spécialisée pour recevoir les plaintes et qui recense les attaques. Est-ce qu'il y a une gendarmerie ou un bureau de police vers lequel il faut se diriger, ou est-ce qu'on va auprès du bureau dont on dépend? Non, vous allez, pour justement répondre au problème des cybermenaces, dans toutes les brigades de gendarmerie, vos brigades locales, les gendarmes ont été formés au recueil de la plainte, donc pour recueillir les éléments probants, on va dire, pour la suite de l'enquête. Et en fonction de l'attaque, si le gendarme sur place constate qu'il n'est pas assez qualifié, nous avons différentes strates en fait au niveau de la gendarmerie. Donc au niveau local, la brigade, au niveau départemental, la SOLC, donc la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces, dont je fais partie et un de mes collègues également, avec des techniciens un petit peu plus spécialisés, donc qui va du CNTech, correspondant aux nouvelles technologies, au NTech, donc l'enquêteur nouvelles technologies. Ensuite, au niveau toujours en fonction de la graduation, en fonction de la gravité de l'attaque, vous avez l'antenne C3N. Oui. Pardon. Vous avez dans la hiérarchie. Est-ce que policiers et gendarmerie font la même chose, et on va en police, en zone police, en gendarmerie, en zone gendarmerie? Je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire la gendarmerie. La police, je ne sais pas du tout où ils en sont. Non, mais je peux peut-être intervenir parce que j'ai connu la situation. Moi, je suis allé au bout de 24 heures, je suis allé au centre de police le plus proche pour pouvoir faire le dépôt de plainte. Je ne suis pas tombé nécessairement sur quelqu'un de spécialiste dans les problématiques de cyberattaque, mais il a pris mon dépôt de plainte que j'ai documenté. Il a servi surtout également aux assureurs ou à toutes les institutions qui nous demandaient une justification de nos demandes. Donc ça a été un élément. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que police ou gendarmerie, en fonction du criminel,
renvoie tout ça au parquet à Paris et puis ensuite redispatche sur le territoire national le dossier en fonction du cybercriminel. Nous, on a été attaqué par le groupe Play. Il y a un groupe sur Nice qui est spécialiste du groupe Play et qui a repris notre plainte sur le réseau. Donc, ils sont extrêmement organisés, police et gendarmerie, pour pouvoir ensuite investiguer le problème. La plainte, on peut tout à fait aller directement au poste de police ou au poste de gendarmerie le plus proche pour au moins faire le dépôt de plainte. Ok. voilà, la plainte, peu importe, vous la faites au niveau d'une brigade. La plainte, c'est le déclencheur, c'est ce qui va permettre ensuite, ce qui va nous permettre à nous de mettre les moyens en place. Et comme disait Monsieur Godet, c'est envoyer ensuite des spécialistes ou faire un tour d'horizon de ce qui a pu se passer en France et de voir que telle ou telle attaque a déjà eu lieu et comment y répondre. Alors, je signale qu'un de nos participants attire mon attention sur le fait qu'il y a un plan régional pour la cybersécurité Grand Est. Donc, Oui, je vous renvoie sur le site Grand Est et vous aurez les informations correspondantes. Nous avons quelques questions. On m'écrit, c'est Julien, après l'attaque, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour l'ensemble de la société? Plus de pen-test, tests de sécurité, plus de sensibilisation, plus de restrictions sur le SI. Alors, on a eu plusieurs choses. On avait déjà un plan d'amélioration de notre cybersécurité qu'on développait depuis 18 mois. Et on était en plus, pendant l'attaque, en train de redéployer ce qu'on appelle un robot de sauvegarde. On était en train de redéployer un nouveau logiciel antivirus de type EDR qui sont des antivirus de nouvelle génération. Donc, on a accéléré en fait le déploiement de ces dispositifs-là. On avait l'an dernier déjà, avant l'attaque, sensibilisé les collaborateurs au phishing. On a redéployé de façon plus intense une activité anti-phishing, c'est-à-dire qu'on va envoyer, c'est ce que disait Xavier Girondeau, on va envoyer des emails à l'ensemble des collaborateurs et puis lorsqu'ils se font pincer, l'écran devient tout rouge et puis il nous dit vous êtes fait pincer. Et on a aussi des formations en ligne qui leur permettent de s'acculturer au risque de phishing. Donc ça, ce sont des dispositifs qu'on avait déjà mis en place mais qu'on a renforcés. Et puis, j'avais pas aujourd'hui, moi, dans l'entreprise de RSSI. C'était quelque chose qu'on devait déployer en 2024. Je suis en cours de recrutement d'un RSSI. Un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui sont spécialisés, reportent souvent à la direction générale pour avoir une zone d'indépendance par rapport à la direction des services d'information. Et qui ne pense finalement qu'à la cybersécurité. Un peu comme si vous voulez, dans une entreprise industrielle, vous avez un référent sécurité au travail ou un responsable de la sécurité au travail. Là, vous avez un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui vérifie qu'en matière de développement, en matière d'infrastructure, d'information des collaborateurs, de sensibilisation, toutes les choses sont faites pour limiter en tout cas le risque d'attaque. On arrive pratiquement au bout de notre débat. J'ai une dernière question. Il me semble que l'attaque dont vous avez fait l'objet est passée par une faille de Microsoft, le serveur Exchange. Et on se pose la question, les auditeurs se posent la question de savoir comment les éditeurs de logiciels vous ont-ils aidé dans le problème? Est-ce qu'ils ont existé ou est-ce qu'ils sont complètement absents? Alors, les éditeurs de logiciels ne nous aident pas, en fait. Microsoft en particulier ne dévoile pas leurs failles régulièrement ou ne mettent pas à disposition automatiquement les patchs. Il faut que vous alliez chercher les patchs disponibles sur les réseaux CERT pour pouvoir les installer. Et toute la question dans une entreprise de taille importante comme la nôtre, c'est faut-il installer ces patchs-là immédiatement ou pas, sachant que on peut avoir des patchs parce que certains patchs en fait déstabilisent un certain nombre de logiciels ou d'infrastructures
parce qu'ils ne sont pas adaptés, parce qu'ils ne sont pas complètement verrouillés. Donc, on nous a, conseillé parfois d'attendre quelques jours, quelques semaines avant d'installer un patch pour savoir s'il était stable. Donc, non, on n'est pas nécessairement aidé. Il existe des fils, certes, qui permettent d'être à jour de tous les patchs. Et il faut aller chercher les patchs logiciels pour pouvoir les installer, en prendre connaissance et les installer. Xavier, je me permets une micro point effectivement là-dessus. Le sujet de la correction des vulnérabilités, le sujet du patching, c'est un sujet assez complexe. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une politique dépendante de la criticité de la vulnérabilité. Donc, quand on parle de vulnérabilité, on va parler d'un cycle qui s'appelle CVE, Common Vulnerability Enumeration, je crois. Et pour une CVE donc, qui décrit une vulnérabilité, on va à peu près à chaque fois avoir un patch et on va avoir un score. Et donc la logique, moi que je recommande à mes clients, c'est de dire en fonction du score de la vulnérabilité, je corrige plus ou moins rapidement. Une vulnérabilité qui va avoir un score de 10 sur 10, c'est-à-dire le score maximum, ben là, ça veut dire qu'il va falloir se dépêcher. Parce qu'on est sur une vulnérabilité extrêmement critique qui permet potentiellement à quelqu'un depuis Internet de prendre le contrôle de mon serveur. Et là, c'est une vulnérabilité. Je vais faire mon calcul de risque. Je vais dire, il y a un risque que ça rende mon système instable, mais il y a le haut risque à côté qui est que n'importe qui sur Internet peut prendre le contrôle de mon serveur. Donc, je patch. Une vulnérabilité qui est à 4 ou 5 sur 10, là, déjà, on se rend compte que la balance risque-bénéfice est un peu plus équilibrée. Et donc là, on peut prendre la décision de dire je vais attendre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, voir si le patch ne crée pas d'instabilité sur mes systèmes. Et une vulnérabilité qui a un score de 1 ou 2 sur 10, là, je peux me dire je le fais de manière bimensuelle ou mensuelle, je corrige tout d'un coup et je ne me pose pas trop la question. Donc la problématique des correctifs de sécurité, c'est une problématique complexe et sur laquelle il faut avoir une approche assez dépendante en fonction de la vulnérabilité et du correctif. Oui, pardon. Là, vous parlez à des techniciens et je pense que tout le problème, c'est de savoir si la question est technique, si elle est politique, si elle est un peu des deux. Alors, malheureusement, elle est au milieu d'entre les deux mondes. Et à ce stade, je vais vous proposer, alors on me dit, excusez-moi, je vois ça sur le chat, qu'on peut passer par des prestataires pour la gestion des patchs, mais je vais répondre à cette question puisque Franck, je crois, vous aviez un prestataire qui vous accompagnait sur la sécurité informatique et il n'avait pas estimé que le patch en question, en tout cas, il n'en avait pas parlé quelques semaines avant de la dernière rencontre. Je vais vous proposer à ce stade aux uns et aux autres de nous proposer une conclusion à ce qui est un premier entretien qu'on va peut-être creuser si on s'aperçoit que ce que nous essayons d'apporter intéresse. Donc, écoutez, on va reprendre le même ordre. Franck, qu'est-ce que vous nous proposez comme conclusion ? Ce que je peux dire, c'est qu'au même titre que la sécurité des hommes dans une entreprise, la sécurité informatique est de la responsabilité du chef d'entreprise qui doit anticiper ce risque-là au même titre que tout autre risque dans l'entreprise. Et l'anticipation est un facteur clé de réussite en cas de cyberattaque. Voilà moi ce que je peux dire. Ensuite, il y a tout un tas de dispositifs, que ce soit des sauvegardes, que ce soit de la gouvernance de crise qu'il faut savoir gérer et mener. Ce sont des choses qui se préparent, qui s'anticipent. Si on veut limiter l'ensemble des dégâts. Merci Franck. Maxence. Écoutez, ce qu'on constate effectivement, c'est que historiquement, les valeurs d'une entreprise, tout un chacun, mais d'une entreprise, étaient composées par les biens matériels. Et on constate qu'aujourd'hui, ces valeurs se sont déplacées vers les données numériques et de ce fait, une nouvelle criminalité a émergé. Après, je vais rebondir rapidement sur ce que disait Xavier du coup tout à l'heure, c'est qu'au final aujourd'hui, en fait, commencer à se poser les questions de la protection de l'entreprise par rapport au risque cyber, c'est peut-être déjà quelque part commencer à apporter des réponses. Merci Maxence. Yannick. Alors, je vais vous dire tout simplement que, à mon sens, avec des bonnes pratiques, des mises à jour d'antivirus, des systèmes d'information, faire des copies de sauvegarde, comme l'a dit tout à l'heure un autre intervenant,
copie de sauvegarde régulière et fonctionnelle. Sensibiliser ses employés à un meilleur comportement en ligne, à mon sens, ça pourrait éviter beaucoup d'attaques. Il faut quand même rester humble sur Internet. Si quelqu'un met suffisamment de ressources, de temps, il pourra rentrer forcément dans votre système. Vous avez beau être hyper protégé, avoir tous les systèmes dernier cri, je reste convaincu que la sensibilisation, la formation des personnels, c'est vraiment une carte très importante à jouer pour le responsable de société, et qu'il faut vraiment sensibiliser les utilisateurs au risque cyber et prendre conscience qu'il existe et qu'il est bien réel. Merci Yannick. Xavier? Et moi, je me permets de rajouter un dernier élément. J'entends parfois certains de nos assurés qui me disent on ne sera pas ciblé parce qu'on est trop petit, on est trop gros, on est dans un domaine suffisamment spécifique. Je pense que c'est une erreur. Aujourd'hui, les attaquants ont une approche qu'on appelle opportuniste, c'est-à-dire ils ne vont pas vous cibler parce que vous êtes l'entreprise machin ou truc muche. Ils vont vous cibler parce que, pas de chance, ils sont tombés sur un de vos serveurs sur Internet et qu'ils n'étaient pas complètement patchés. Donc, la cybercriminalité, aujourd'hui, c'est industrialisé. C'est devenu une industrie de ce fait. Et à ce titre, ils vont cibler tout le monde, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, il est extrêmement important de s'outiller via un cyberassureur, par exemple, qui propose de l'outillage à tout hasard. Mais il est important d'être outillé, il est important d'anticiper et il est important d'être conscient que vous êtes potentiellement à risque, quelle que soit votre entreprise. Si je peux me permettre, vous n'êtes ni une grosse ni une petite entreprise, vous êtes juste une adresse IP sur Internet. Pour l'attaquant, ils ne savent pas. Au moment d'ouvrir la porte, ils découvrent. Donc... Merci à tous. Il ne me reste plus qu'à tirer mes propres conclusions en tant que chef d'entreprise. Et la première, c'est de considérer que le chef d'entreprise doit être l'acteur essentiel de sa cybersécurité. Autrement dit, je m'entoure, mais je ne délègue pas. La deuxième règle, ça va être de m'assurer auprès d'une compagnie qui m'aide à manager mon risque, parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir confiance, et finalement, j'ai confiance envers celui qui va gagner de l'argent en évitant que je sois attaqué. J'alerte mes équipes, mais moi, je reste lucide sur la capacité de l'homme à désobéir, même quand il est bien formé. Je salue mon informaticien tout en sachant qu'il ne pourra pas me protéger totalement et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et comme ça n'arrive pas qu'aux autres, je réalise des sauvegardes hors réseau une fois par semaine. J'écris une procédure de crise et je décide, ou j'essaie de décider dès maintenant si je paierai ou si je ne paierai pas la rente. Ça me paraît un peu plus compliqué parce que entre le moment de l'angoisse et le moment où on réfléchit à froid, c'est pas la même chose. Donc je prépare ma communication interne et externe. Je crois que j'ai résumé ce que je tire de tout ce que vous venez de nous expliquer. Merci pour ce travail en commun qui était pour moi très intéressant. Merci à ceux qui nous ont suivis de leur attention, des réactions. N'hésitez pas à revenir vers nous par les réseaux. Nous sommes prêts à approfondir ensemble le sujet lors d'une prochaine rencontre. Et je vous souhaite donc une très bonne journée, des bonnes vacances et à la prochaine fois certainement. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.